Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On reçoit Guy Roger, écrivain, on reçoit Patrick Sagani, écrivain et essayiste. La question que je vais poser ce soir, c'est la souffrance d'un peuple, la souffrance du peuple réunionnais. C'est comment cette souffrance est toujours perceptible longtemps après le passé. Quel en est le mécanisme et comment parvenir à s'en débarrasser? La question est sans doute prétentieuse. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Est-ce que vous pensez d'abord, pour dire depuis le Covid, est-ce que vous pensez, parce que je l'ai pensé, est-ce qu'aujourd'hui, le Réunionnais a besoin de retrouver ses racines, de retrouver ce qu'il est? Ah oui, absolument. Alors, c'est une lame de fond, comme on pouvait le dire tout à l'heure hors micro, hors antenne. C'est une lame de fond qui concerne toute la planète, mais pour nous, c'est encore plus singulier puisque ce que nous sommes, ce que représente le peuple réunionnais, c'est une équation quasi insoluble depuis qu'on se la pose, depuis en fait la départementalisation, et c'est une réflexion qui est menée depuis les années fin 70, notamment par Monseigneur Gilbert Aubry, et c'est une interrogation sans fin, parce que c'est une interrogation qui se pose encore dans les rondes causées, dans les débats, les colloques auxquels j'ai pu participer. La question devient lancinante, y compris, et ça c'est plutôt la nouveauté, chez les jeunes. Les jeunes la reposent encore, puisqu'ils pensent, ils estiment qu'en réalité, ils sont dans l'expectative, ils ne peuvent pas se définir. Donc nous avons, j'estime que nous avons en fait des raisons supplémentaires puisque notre identité n'a jamais été une identité enracinée, circonscriptible. C'est une chose sur laquelle finalement on passe notre temps à éprouver des turpitudes, des incertitudes et parfois un vrai pathos. Guy Roger, cette question-là, elle est beaucoup plus philosophique du point de vue que je vais poser. C'est pourquoi l'être humain, à un moment donné, se sent perdu? Je crois qu'il se sent perdu parce que tout simplement, il ne se connaît pas lui-même. Il croit qu'il est ce qu'il a vécu. Et tout ce qu'il connaît, c'est des choses qu'il répète. Au bout d'un moment, ça devient une monotonie. Et en fait, quand on vit comme ça, dans la monotonie de ce qu'on connaît, alors il n'y a plus d'égaiement, puisque tout se répète. Et nous vivons dans un monde aujourd'hui où tout le monde cherche cet égaiement, ce changement, cette graine qui va nous basculer dans une autre façon de voir les choses. Sauf que la société se répète. Tout ce que nous avons fait, nous avons mis en place, c'est quelque chose qui se répète perpétuellement de la même manière. Donc, nous sommes embrigadés là-dedans, pour la plupart d'entre nous, parce que c'est un conditionnement. Nous sommes conditionnés avec ce que le monde nous a donné d'être. Le monde nous dit comment il faut être. Donc, on est embrigadés là-dedans. Et c'est pour ça que je crois qu'il est nécessaire d'aller voir vraiment la racine de qui tu es. Pas ce que le passé t'a donné, mais la racine de ce que tu es. Parce qu'avec ça, tu vas pouvoir te construire. Quand on regarde l'histoire de la Réunion, l'esclavage, l'engagisme, la misère, il y a une partie du peuple qui avait les moyens, qui étaient ceux qui donnaient les ordres, et puis il y avait l'autre partie qui était aux ordres et qui n'avait parfois même pas d'identité humaine, mais qui devait obéir. Nous sommes les descendants de ces gens-là. Nous avons en nous leur souffrance, nous avons en nous tout ce qu'ils ont enduré. Est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui pourquoi beaucoup de Réunionnais continuent à porter, à baisser la tête, à marcher comme s'ils étaient eux-mêmes encore des esclaves? Il y a la misère qui est toujours là aussi. Est-ce que ça peut expliquer cette situation-là aujourd'hui? Ce passé? Oui, Gismir Amoudou, c'est une excellente question parce que là, il s'agit de partir sur des choses relativement simples qu'on peut observer tout à chacun, y compris ceux qui ne sont pas réunionnais.
On fait un constat relativement juste sur une sorte de combat, de guerre permanente dans l'intime du Réunionnais, notamment au niveau langagier. C'est-à-dire que il y a un combat permanent entre la langue créole réunionnaise et la langue française, qui est considérée comme dominante, puisque nous sommes dans une situation de diglossie, et c'est une situation insupportable, puisque le locuteur réunionnais se sent incapable de s'exprimer dans la langue du dominant. C'est comme ça que c'est vécu. Si on part de ce principe premier qui est le langage, se dire, déjà, la difficulté est grande. Et c'est ce qui explique que tant de gens parmi nous, y compris nous-mêmes, par certains côtés, nous nous exprimons pas souvent de façon juste. Les mots ne sonnent jamais justes. Les mots finissent par dire quelque chose qui, finalement, ébranle, parfois déprécie la personne qui nous fait face. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de sortir le mot et le ton juste, il y a de l'énervement, de l'agacement et parfois de l'insulte, souvent même de l'insulte. Il suffit de se mettre dans une cour de récréation pour voir comment nos jeunes s'interpellent, s'apostrophent, c'est atroce. Et puis, il suffit simplement de se mettre, se poster devant une caisse de supermarché pendant une dizaine de minutes. On attend une mère de famille avec un ou deux ou trois enfants. Il n'est pas rare d'entendre des propos orduriers, rien que pour interpeller l'enfant. C'est extraordinairement, comment dire, brutal, c'est extrêmement violent. Tout ça, c'est une affaire de système de langage, ne serait-ce que quand on aborde le sujet. Et je reviens à ce que vient de dire Guy Roger sur le conditionnement. Oui. Nos ancêtres ont été conditionnés à accepter tout ce qu'on leur imposait, de baisser la tête, cette évolution-là a continué, s'est perpétuée, et malheureusement, aujourd'hui encore, on voit les conséquences. Oui, on ne peut pas se dire, on ne peut pas se définir, on ne peut pas s'appuyer sur une définition juste de ce que être réunionnais. On a des difficultés pour s'exprimer, dire ce que l'on ressent, et forcément, tout ça finit en boule de brutalité, de violence, pas seulement au niveau langagier, mais aussi au niveau comportemental. Ça nous vient évidemment de la plantation. Ça ne fait aucun pli. En revanche, sur le fait que alors, ce ne sont pas des survivances du passé. C'est là que je mettrai un petit bémol. Ce sont des réactualisations du passé. La relation avec nous-mêmes, dans l'en-soi, est une réplique de ce que nos ancêtres ont dû gérer. Alors, j'interromps Patrick Sagani pour dire, on a démontré à partir des années 70 la transmission intergénérationnelle. Tout à fait. Qu'il y avait dans l'ADN de l'émotion, donc de la souffrance. Et je pose la question d'abord à Guy Roger. Est-ce que la façon, d'un aspect philosophique, comment faut-il regarder cette émotion qui se transmet de génération en génération? S'il y a de l'émotion, il y a souffrance. Oui. Et si tu vis comme ça, tu vas t'apercevoir qu'il y a de la souffrance. Et malheureusement, la souffrance est banalisée. Parce que on accepte les choses que normalement on devrait dire stop. Tu vois? Donc on a pris l'habitude de continuer malgré tout avec tout ce qu'on a acquis. Ce que nous avons acquis, c'est le passé. On le répète. Parce que quelque part dans cette émotion, dans ce passé qu'on a acquis, on trouve un certain sens de sécurité. Il y a une certaine sécurité là-dedans. Parce que tu es quelqu'un, tu es renommé, on te reconnaît. Parce que tu es le fils d'un tel, il fait ça, ça et ça, et il a réussi à l'école et tout ça. Donc il y a quelque chose. Mais avec tout ça, il y a toutes les émotions aussi. Et en fait, tu es embarqué là-dedans et tu ne sais pas comment faire pour sortir de là. Et revenir sur ce que disait Patrick Sagani tout à l'heure, devant la caisse de la grande surface, une mère qui insulte son enfant. Juste pour lui dire, en gros, reste tranquille, juste un mot très simple. Est-ce que tu veux bien rester tranquille? Nous sommes dans un lieu public. Est-ce que tu veux bien rester tranquille? Est-ce que tu ne peux pas t'occuper d'une autre façon que ça? Les mots ne sortent pas. Les mots ne sortent pas, et parce que les mots ne sont pas justes, comme je le disais tout à l'heure, c'est la violence qui s'exprime. Et juste pour interpeller
juste pour interpeller, sont des mots injustes qui sortent, effectivement. Et d'où ma question, en fait, c'est que, encore une fois, le conditionnement et la répétition, la transmission. On répète, j'allais dire, des postures, on reproduit des schémas, parce que la dame qui insulte a forcément été un enfant qui a dû vivre la même chose. Voilà. C'est cette, encore une fois, on voit que nous n'arrivons pas à nous guérir, à nous soigner de cette souffrance-là. On le répète. Alors, parce qu'on veut l'imposer. On veut l'imposer, justement. Cette souffrance, on l'impose. Parce que on se l'impose. On se l'impose aux uns et aux autres. On dit à mon enfant, fais ça, parce que maman, elle ne sera pas contente. OK? Et chantage affectif. Oui, parce que la maman, elle est conditionnée à voir que les choses, elles sont comme ça ou comme ça. Donc, elle croit que l'enfant doit réagir et agir selon ce qu'elle connaît. Oui, c'est logique. Oui, mais le problème, c'est que ce qu'elle connaît, c'est un conditionnement. Tout à fait. OK ? Donc, elle ne sait pas qu'elle est en train de conditionner son enfant. C'est pour ça que de génération en génération, nous répétons toujours les mêmes histoires. Nos générations ressemblent à celles d'hier et celles d'hier vont ressembler à celles de demain. S'il n'y a pas un changement là, une prise de conscience de cette mère qui fait en sorte qu'elle essaye de contrôler l'enfant parce qu'elle veut contrôler selon sa dictate. Elle dit à l'enfant comment il doit être. Et il l'impose. Cet enfant sera conditionné. Mais si tu n'imposes pas, si tu prends l'enfant d'une autre manière et tu dis « moi je ne sais rien », mais allons voir ensemble s'il y a quelque chose d'autre, comment se comporter face à une telle situation. Allons apprendre ensemble. C'est ce qui se passe le plus souvent à l'école, du moins les tentatives de l'école. J'insiste, l'école n'éduque pas, l'école instruit. Mais il s'avère qu'à l'école, cet enfant a un autre son de cloche. Et c'est un son de cloche coercitif lui aussi. Il est aussi coercitif que le son de cloche parental. Mais il s'illustre différemment parce qu'il est sous le joug d'un savoir-être dans le cadre d'une citoyenneté à venir. Effectivement, il a deux sons de cloche. Mais ce que je remarque, c'est qu'il connaît parfaitement bien le langage de l'apaisement lié à l'environnement de l'école, mais l'emprise parentale est plus fort que tout, puisque effectivement, le cordon ombilical, comme on peut le constater à La Réunion, n'est jamais coupé. Alors, effectivement, il y a moult difficultés pour couper cette chaîne. On va plutôt utiliser cette image, couper cette chaîne. Moi, j'observe que beaucoup d'hommes et de femmes de chez nous parviennent à couper cette chaîne en se mettant en ménage ou en s'alliant avec des gens d'une autre culture pour essayer effectivement d'enrayer cette marche mortifère. Est-ce qu'ils y parviennent ? Pas tout à fait. Je le remarque à chaque fois. Le naturel revient au galop à chaque fois que la coercition, le monde de coercition arrive. Et effectivement, on peut passer par toutes sortes de chemins. C'est difficile. Il y a pas, et là je pense que je serai d'accord, entièrement d'accord avec Guy sur ce chapitre-là, il n'y a pas meilleur moyen que de travailler sur soi. Et là, c'est affaire, évidemment, de singularité, de personnalité. Si on a une personnalité suffisamment forte, et si on parvient finalement à se prendre en charge, et si on a cette force d'âme, comme toi, Guy, forcément, on y parvient. Mais combien parmi nous y arrivent ? C'est toute la question. Et comment peut-on dupliquer les bonnes expériences? Comment peut-on faire florès? Comment peut-on partager? C'est en parlant, comme ici, par exemple. Alors, c'est vrai que Patrick Sagani pose le doigt sur quelque chose de particulier. On a cette façon de faire où on reproduit toujours ce qui est moins bien, la souffrance. On reproduit la souffrance de manière tellement naturelle que parfois c'en est impressionnant. Pourquoi on n'arrive pas à mettre cette souffrance ou à l'effacer pour essayer de produire quelque chose ou de reproduire quelque chose de positif? Oui, dans le cas de la Réunion, dans notre cas, c'est notre île, c'est notre patrimoine, j'allais même dire génétique, il y a quelque chose qui finalement enraye tout.
Et ça vient forcément de l'origine. Qu'est-ce que c'est que l'origine de notre monde d'aujourd'hui? C'est l'abolition de l'esclavage en 1848, 20 décembre pour être précis. Cette abolition a été ratée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de réjouissance, il n'y a pas eu de moment salvateur à travers cette abolition de l'esclavage, contrairement à ce qui s'est passé aux Antilles, et notamment en Martinique. Et il se trouve que parce qu'il y a eu un acte fondamental raté, mais vraiment raté, la chose a perduré. Comment expliquer autrement le fait qu'à La Réunion, et ça c'est singulier à La Réunion, l'idée d'une île coloniale, colonisatrice s'est implantée. Ça, c'est le fait de Raphaël Barquisso, année 1910-1912. C'est lui qui fait profiler cette idée, pas lui seulement, mais ça commence avec sa petite thèse, sa théorie, selon laquelle La Réunion pouvait administrativement gérer Madagascar. Quand une île coloniale se met à être une île colonisatrice, en tout cas dans son fantasme, on comprend immédiatement quels sont les problèmes dès l'entame du peuplement moderne. C'est-à-dire, en gros, ou historique. Ça veut dire qu'en réalité, nous sommes empêchés, enrayés. Et cette chose enrayée se répète à l'envi dans tout ce que nous faisons et dans toutes les strates de ce que nous connaissons et vivons. Et une chose qui tout le monde finit par comprendre, le Réunionnais, pendant combien de décennies, il a dénigré les Comoriens, les Malgaches. Oui. On cherche à reproduire le schéma du bourreau. Exactement. On veut devenir le bourreau. Exactement. C'est cette ambivalence que excuse-moi, Roger, Guy Roger, pardon. Cette chose que je n'ai pas retrouvée aux Antilles, elle existe profondément chez nous. Quand j'explique à nos cousins antillais qu'effectivement, arrêtez d'abord de dire des choses bizarres sur nous et des âneries parfois, parce que vous ne savez pas d'où nous partons exactement. Les révoltes, il y en a eu, ratées, étouffées, parce que nous étions trop divers. L'abolition, ratée. Comment dire, l'emprise des colons, notamment dans le fait que, justement, tout est dans ce mot-là, colonie. L'acception du mot colonie n'a rien à voir avec ce qu'on a pu connaître dans les Antilles. Pourquoi? Parce que pour nous, pour notre histoire, colonie veut dire au sens grec du terme, c'est-à-dire c'est une duplication du pays de la mère patrie à... D'ailleurs, nous sommes une petite France. Il y a bien un lieu qui s'appelle Petite France à La Réunion. Le fait de représenter la France en Petite France nous a donné le sentiment qu'il y avait forcément une domination fantasmatique, mais pas seulement symbolique, qui a transparu dans notre façon d'essayer d'être malgré tout. Et jusqu'à aujourd'hui, on reproduit ce pathos ou cette façon d'être enrayé dès le départ dans la création d'un peuple. Voilà. Sans vouloir aller trop loin par rapport à ça, ceci explique assez bien pourquoi psychologiquement nous avons du mal à nous exprimer, puisque la diglossie s'origine dans ce type d'empêchement. La diglossie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça nous empêche de dire, moi je suis assez atterré de voir chez nos locuteurs les plus jeunes la difficulté de s'exprimer, que ce soit en créole réunionnais ou que ce soit en français. C'est le même résultat. Guy ? Pardon, Guy. Parce que, justement, il n'y a pas d'expression libre. L'expression, elle est celle qu'on a appris. Le passé nous a appris comment s'exprimer. La France est venue et nous a demandé d'être nos sujets. Donc, on est devenu le sujet de la France. Okay ? Donc, on s'exprime selon ce qu'on nous demande d'exprimer. Il y a une volonté collective qui dicte comment les choses devraient être. Et nous, chacun d'entre nous, les Réunionnais, eh ben, on est assujettis à ça. Et on croit que on est important. Parce qu'on est la France, au-dessus de Madagascar, au-dessus de tous ces pays-là. Il y a un peu de ça. Dans l'océan Indien. Bien sûr, Ouais. ouais. Mais nous voulons aller quelque part avec arrogance. OK ? Encore une fois, on reproduit le même comportement Exactement, des bourreaux. le comportement de nos parents, les parents français. Ouais. La France qui nous dicte comment on doit être. Hein, tu dois être un gentil petit mouton, bien gentil, et tu fais comme ça, et tu perpétues ça aussi partout. Parce que tout le monde doit être des petits moutons bien gentils.
Donc on va à Madagascar, on va là-bas, et on veut imposer quelque chose que nous avons appris. Dans la sphère familiale réunionnaise, dans tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Sauf qu'on ne dit pas c'est la France qui fait ça, mais c'est l'héritage de nos aïeux qui nous ont expliqué comment faire pour être le gentil petit mouton. Et là, moi je dis que si tu as compris ça, plutôt ça, parce que ce que la France fait, c'est parce que ça était là déjà. Nous sommes le résultat de la France. L'être humain est le résultat de la France. Parce que la France est devenue cela. Parce que nous avons permis à la France d'être comme ça. Nous nous sommes soumis à la France. Hein? Et justement, ça amène, ça amène cette question. Juste une petite parenthèse. Il y a une chose il y a un moment où la jeune génération va devoir prendre à bras-le-corps quelque chose qu'on ne nous a jamais appris à l'école. C'est le fait que, effectivement, l'histoire n'étant pas écrite par nous, même par nos propres historiens, parce qu'eux aussi sont empêchés de dire un certain nombre de choses, il y a eu, bien avant 1848, un projet d'émancipation porté par ceux qu'on appelle aujourd'hui les Madagascariens. C'est-à-dire ces esclaves qui n'étaient pas des esclaves, qui se sont enfuis pour certains des marrons, pour d'autres non, et qui ont créé un monde à part dans les Hauts. Et c'était effectivement pour la plupart des Malgaches, mais pas seulement, qui avaient créé une langue bien à eux, une sorte de créole à partir du malgache, et qui avaient rêvé et mis en place un monde d'émancipation, pas seulement du joug esclavagiste, mais aussi du joug de Madagascar, qui connaissait très bien. Ils connaissaient le joug arabo-musulman depuis le 8e siècle. Donc ces gens-là avaient un projet d'émancipation avec un pays à créer de toutes pièces, avec les meilleurs sentiments du monde. Il y avait ça comme projet. Est venu se plaquer par-dessus le projet de la Deuxième République, la Seconde République française, mais nous avons perdu totalement le sens de la philosophie des Madagascariens, notamment à partir de l'émancipation. Et c'est peut-être cette chose-là, revisiter, retrouver, notamment par le biais de l'archéologie, c'est tout jeune. On va pouvoir peut-être à ce moment-là, non pas s'inventer, mais écrire une histoire qui se situe largement en amont et dont on pourra s'abreuver. C'est probablement ce qui nous manque le plus. Ah, c'est vrai que toutes ces histoires que tu dis là, ce sont des histoires qu'on a fabriquées parce qu'on était sous la pression. Non. Attends, tu parles des marrons. Non, les Madagascariens, non, c'est pas une histoire fabriquée. En revanche, ce qui est fabriqué de toutes pièces et qui est devenu mythologique, c'est ce qui est arrivé en 1848. Et même un petit peu avant, c'est-à-dire par rapport aux révoltes. Par exemple, les révoltes, on le sait depuis peu, certes, mais les révoltes non seulement ont été très dures, très dur, bien plus dur que ce que on nous raconte, mais surtout, ça a porté ses fruits. En revanche, l'histoire admise et dite à l'école, racontée à l'école, ne dit absolument rien de tout ça. Nous avons eu des vainqueurs, bien sûr étouffés dans l'œuf, mais nous avons eu des vainqueurs. Tout ça, ça n'est pas dit. Ça fait partie de l'histoire à redécouvrir avec les jeunes générations. Il y a une part mythologique, mais les Madagascariens ne rêvaient pas, ils ont fait. Pendant 150 ans, je le précise, ça a duré 150 ans. Tant et si bien en 1848, quand ils sont redescendus des montagnes, certains d'entre eux, la majorité d'entre eux, n'avaient jamais connu le régime esclavagiste. Ils n'avaient jamais été esclaves. Certains sont descendus des montagnes, jeunes, moins jeunes, et ne connaissaient nullement la plantation. Voilà. Alors, je vous propose, parce que là, on a déjà dépassé le temps qui nous est imparti, je vous propose qu'on poursuive cet échange dans la prochaine émission, parce que la discussion arrive sur un point intéressant, c'est-à-dire qu'on a là le moyen de faire un pont entre l'histoire des esclaves et de voir qu'il y a des individus qui ont choisi d'être libres, d'être
indépendant. Enchin et compagnie. Voilà. Oui. On va utiliser ça, voir pourquoi cette partie-là, on l'a pas en nous, pourquoi on nous l'a pas raconté. D'accord? Tout d'accord. Merci à vous. Merci Guy Roger. Merci Guy. Patrick Merci. Saint-Gany. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.